par des thèmes extrêmement importants que vous connaissez tous, et on va commencer par celui qui nous pose beaucoup de problèmes de paradigme et donc d'évolution sur ce qu'on a appelé, et ce qu'on appelle toujours dans certains milieux, la dialyse conventionnelle. Qu'est-ce que c'est encore la dialyse conventionnelle? Est-ce qu'il faut l'appeler ainsi? Est-ce qu'il faut changer de paradigme? Et je vais donner la parole à Si Mohamed Lisseli, que vous connaissez tous, qui est bien sûr le plus proche ami avec celui qui est à ma gauche de moi. Et je pense qu'il va prendre le temps de nous expliquer quels sont ces concepts et comment ils peuvent évoluer. À toi la parole. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité, de m'avoir donné l'honneur de participer à ce 21e congrès national. Et j'aimerais commencer tout de suite par cette citation de Monsieur Cameron qui dit que tout compte fait, la dialyse, c'est pas comment dirais-je, c'est pas si mal pour une technique qui ne traite qu'à moitié la maladie rénale. Au fait, l'histoire de la dialyse commence très tôt. Il commence par la découverte de l'urée d'abord et surtout par la caractérisation de l'urée, c'est-à-dire que c'est la principale substance composante de l'urine. Et c'est elle qui donne la couleur, l'odeur et la saveur, parce qu'à l'époque, on goûtait le sang, les urines. Et l'histoire réelle commence ici par la découverte, par l'invention de l'aiguille pour faire les prélèvements. Ici, je vous ai présenté l'aiguille à plateau de Strauss pour la prise de sang. Donc, c'est ça qui a permis de faire les prélèvements, de multiplier les analyses du sang et pour qu'en 1900, on parle pour la première fois de ce qu'on appelle l'urémie, qui, traduction littéraire, veut dire présence d'urine dans le sang. Et bien évidemment, on fait le lien entre l'accumulation de toxines urémiques et la maladie rénale. Et donc, vous comprenez très bien que l'urée est la première toxine urémique dans l'histoire de l'hémodialyse. Et une fois on a compris c'est quoi l'urémie, donc il devient tout à fait logique de commencer à réfléchir, à traiter l'urémie, et c'est grâce à M. Graham Thomas, au XIXe siècle, qui, lui, découvre le phénomène de la diffusion, et c'est lui qui parle la première fois, si vous voulez, de la dialyse. Et bien évidemment, M. Adolphe Fick, qui vient avec la loi de la diffusion, c'est lui qui fixe les règles du transfert de masse par diffusion, et c'est le même principe qu'on utilise jusqu'à maintenant en hémodialyse. Il dépend essentiellement de la différence de concentration en deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable. Et bien évidemment, plusieurs tentatives ont été effectuées chez l'animal en aigu, et bien évidemment, l'hémodialyse chronique a commencé en 1960 et principalement grâce à l'invention du shunt de Scribner en 1960, mais qui a été bien évidemment confirmée et qui a permis l'étalage de l'hémodialyse, c'est par l'invention de la fistule artério-veineuse. Et voici comment était la dialyse à l'époque. La première dialyse, comment elle était? C'était une dialyse individualisée, subjective et individualisée. C'est-à-dire qu'on commence la dialyse selon des critères cliniques, vomissement, hypertension, neuropathie, et on continue à dialyser le malade pendant 20 heures, 40 heures, jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Et il y a un autre phénomène, un autre événement qui a complètement permis vraiment le foisonnement de l'hémodialyse, c'est la généralisation des remboursements pour l'hémodialyse aux États-Unis par le Medicare. Bien évidemment, ceci a permis de multiplier les centres, d'augmenter le nombre de malades, et donc la dialyse, et ça a permis aussi de développer les machines de dialyse, etc., avec des débits élevés, des pompes à sang, et des membranes beaucoup plus compatibles. Et à partir de ce moment, les pionniers de l'hémodialyse à l'époque réfléchissaient à rendre l'hémodialyse scientifique. Parce que je vous rappelle que juste à l'époque, on traitait l'hémodialyse de bricolage de sous-sol des hôpitaux. C'est-à-dire que ce n'était pas une science. Et le premier qui a réfléchi à rendre la dialyse scientifique, c'est bien sûr toujours M. Scribner. Et lui, dans la première conférence d'adéquatie, il parlait de la dose de dialyse, de l'adéquation de dialyse, mais sur des variables
individuelles qui sont rattachées aux patients. Et bien évidemment, c'est selon l'état clinique, on va ajuster la dialyse en ajustant des variables techniques, que ce soit la pompe à sang, que ce soit en augmentant la surface de la membrane, en augmentant le temps de dialyse, etc. Mais à l'époque, les néphrologues de l'époque n'avaient pas accepté cette façon de faire parce qu'eux, ils veulent un indicateur, un indice qui relie finalement le taux de toxines urémiques sanguines, à la qualité de la dialyse. Parce que le principe lui-même de l'urémie se base sur l'accumulation de toxines dialysables. C'est ainsi que le NIH, qui avait sponsorisé la première étude, qui devient la première étude dans l'histoire de la dialyse, la NCD, la National Comparative Dialysis Study, qui devenait le premier essai contrôlé et randomisé. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle donne, cette étude? C'est le premier malentendu en hémodialyse. Elle a démontré que la moyenne de l'urée, les patients qui avaient une moyenne d'urée basse, c'est eux qui avaient les meilleurs résultats. Bien évidemment, il faut que l'apport de protides soit égal à 1 gramme. Mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, cette analyse. C'est-à-dire que l'urée représente l'épuration des petites toxines urémiques et le temps représente, si vous voulez, l'épuration des grosses molécules, des toxines urémiques de grosses molécules. Et donc là, ils ont démontré que l'urée, c'est-à-dire l'épuration des petites toxines urémiques, l'emporte sur les grosses molécules. Et bien évidemment, après, il y avait une analyse mécanistique ou mécanique par Goetz et Sargent. Et au fait, il faut comprendre aussi que ça veut dire une analyse mécanistique. C'est-à-dire qu'on va comparer, on va assimiler l'organisme à une machine et on va essayer d'étudier les différents compartiments, les interactions de différents compartiments pour expliquer les résultats. Et eux, bien évidemment, en partant de la concentration moyenne de l'urée, en passant vers la clearance, en transformant cette concentration en clearance, et bien évidemment en multipliant la clearance par un facteur temps, le produit par rapport au volume de distribution de l'urée, c'est le KT sur V, quand cette valeur est supérieure à 0,8, c'est-à-dire supérieure à 1, c'est là où on a les meilleurs résultats, bien évidemment, quand l'apport protidique est égal à 1 gramme, c'est-à-dire que les malades ne sont pas dénutris. Et ça correspond, si vous voulez, au groupe de malades qui ont le plus de bons résultats en hémodialyse. Et bien évidemment, ça fait la naissance du KT sur V qu'on utilise jusqu'à maintenant, qu'on utilise comme étant un objectif thérapeutique. Mais ça aussi, ça a mis du temps pour que les gens acceptent cette analyse mécanistique, parce que les gens, je pense par orgueil, ils ont appelé ça KT sur V. C'est comme E égale MC au carré, ou je sais pas, parce que vous voulez que ça sonne comme de la science. Mais au fait, quand on regarde l'évolution de l'hémodialyse au fil des temps, c'est-à-dire on a commencé par l'hémodialyse, la conceptualisation de l'hémodialyse, l'individualisation de l'hémodialyse, et puis l'hémodialyse conventionnelle. Et cette hémodialyse conventionnelle, elle a continué à évoluer. Mais au fait, il y a 3 choses qui ont changé. Si vous voulez, la définition pour l'hémodialyse de chaque époque correspondait à une définition du syndrome urémique. C'est-à-dire le syndrome urémique à l'époque, c'est des modifications qui étaient vérifiables. C'était de l'hypocalcémie, de l'hypertension artérielle, de la surcharge, etc. C'était facile à vérifier, à évaluer, si vous voulez, le syndrome urémique. Alors que maintenant, le syndrome urémique est devenu beaucoup plus complexe, beaucoup plus vague. C'est ainsi que ça devient difficile d'appliquer la même application, même définition jusqu'à maintenant. Et ce qui a changé finalement, c'est, vous voyez, au début, c'est la qualité de l'eau. On dialysait les patients avec l'eau, si vous voulez, du robinet pour fabriquer du dialysa, alors que maintenant, on parle de dialysa ultra pur. La grande modification, ce changement, si vous voulez, c'est l'amélioration des générateurs d'hémodialyse. À l'époque, on a commencé la dialyse avec
pratiquement sans machine, parce qu'il n'y avait pas de pompe, il n'y avait pas d'UF, il n'y avait pas de pression transmembranaire. Et actuellement, on est avec des générateurs hyper sophistiqués, avec un système de surveillance, de rétrocontrôle, et surtout, maintenant, on a des générateurs qui peuvent produire du dialyse à ultra pur pour faire de la convection. Et la troisième chose qui a beaucoup modifié l'hémodialyse, c'est les membranes. À l'époque, c'était des membranes de low flux, alors que maintenant, c'est des membranes qui sont beaucoup plus compatibles, beaucoup plus performants. Et finalement, vous voyez que, je ne sais pas si cette définition, maintenant, comme on perçoit la dialyse, est-ce que ça correspond à la définition de l'hémodialyse de l'époque? Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça a changé, cette évolution technique, dans la vie du malade? Quand vous regardez la mortalité, bien évidemment, a changé un petit peu parce qu'il est passé de 65% entre 95 et 99 à 37% actuellement. C'est-à-dire que ça s'est amélioré, mais la mortalité reste très élevée. Et est-ce que c'est surprenant? Non, ce n'est pas surprenant parce que de toute façon, quand vous regardez l'évolution de la maladie rénale native, donc l'insuffisance rénale, vous voyez que les gens, ils arrivent avec la baisse du débit de la filtration glomérulaire, la mortalité, et notamment la mortalité cardiovasculaire, augmente. Et quand vous arrivez à des chiffres de débit de la filtration glomérulaire bas, entre 10 et 20, la mortalité est très élevée. Et nous, avec la dialyse, comme on la conçoit actuellement, vous voulez faire mieux que ce que fait le rein natif, donc ce n'est pas possible. La deuxième explication, c'est que l'état de la maladie rénale est un état qui est associé en même temps une comorbidité ou plusieurs comorbidités. Et c'est un terrain de multimorbidité, ce qui fait que ça nous emmène vers ce qu'on appelle le syndrome de la maladie résiduelle. C'est-à-dire là, je vous ai marqué un insuffisant rénal. Même quand vous commencez à traiter la maladie rénale, vous avez toute la morbidité, toute la comorbidité qui continue à évoluer et impacter bien évidemment le pronostic du patient. Et bien évidemment, il faut encore garder à l'esprit que la dialyse est un traitement intermittent, c'est-à-dire c'est transitoire et partiel. C'est-à-dire qu'entre les séances d'hémodialyse, vous avez une accumulation d'un certain nombre de toxines, c'est ce qu'on appelle la rétention résiduelle des toxines, et surtout les toxines qui sont difficiles à épurer. Et donc, cette accumulation va impacter bien évidemment encore le pronostic des patients. Et il y a un autre phénomène auquel on ne parle pas beaucoup, on ne mentionne pas beaucoup, c'est la modification des protéines, et notamment l'oxydation, si vous voulez, des protéines avec production de produits d'oxydation avancée de protéines. Et ceux-là, ils sont considérés comme étant des toxines urémiques, et vous voyez que plus l'accumulation de ces toxines, de ces protéines modifiées augmente, le risque de mortalité augmente. Et les protéines, on ne les dialyse pas, on ne peut pas les dialyser. Donc, quelles que soient les techniques qu'on utilise maintenant, et comme on la prévoit actuellement, elle ne fait que transformer une maladie mortelle en une maladie chronique. C'est-à-dire il augmente la survie. Et dans ce cas-là, la qualité de vie devient primordiale. Et il existe une corrélation importante entre si vous voulez, la qualité de vie et la dose de la dialyse, et la qualité de vie et la survie des patients. Et la qualité de vie, si vous voulez, il y a des indicateurs qui permettent de juger de la qualité de vie, c'est les Patient Reported Outcomes Measures, les PROMS. Et ce sont des moyens pour mesurer l'état de la santé du patient, mais qui est rapporté directement par le patient sans qu'il y ait d'interprétation intermédiaire. Et donc la dialyse, si vous voulez, moderne, c'est elle qui tient compte de ce changement de paradigme, c'est-à-dire on passe de, si vous voulez, la dialyse qui se concentre sur la maladie vers la dialyse qui se concentre sur le patient. Mais on est à un stade, si vous voulez, de la dialyse, la médecine actuelle, c'est la médecine basée sur les preuves. Où est-ce qu'on tire les preuves? On les tire des essais randomisés, contrôlés, ou des projets, d'études de recherche. Et quand vous regardez ces études, il n'y a pratiquement pas de prompts comme critères de jugement. Ou alors, quand ça existe, c'est des critères qui sont soit très hétérogènes, ou alors qui ne peuvent soit hétérogènes, soit qui ne sont pas consistants. C'est pour ça qu'il y a une initiative internationale qui s'appelle SANG. SANG, c'est l'acronyme de Standardized Outcomes in Nephrology.
C'est elle qui est lancée depuis 2014 et qui va essayer de standardiser les critères de jugement qui sont les plus consistants, les pertinents et les plus harmonieux, si vous voulez, pour les inclure dans les essais. Et vous voyez dans cette méta-analyse et une revue systématique récente, quand vous regardez ce qui intéresse les malades, les critères de jugement des patients, ils n'ont rien à voir à ce qui est publié dans si vous voulez, dans les essais randomisés, dans les essais cliniques qui sont publiés. Et c'est, par exemple, la fatigue, fatigue musculaire, etc. Ce sont des choses qui constituent un fardeau pour le patient et qui impactent sur son pronostic vital. Je vous cite en dernier cette étude Convince, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour comparer la mortalité, mais c'est pour comparer l'impact de l'HDF par rapport à l'hémodialyse standard ou conventionnelle ou moderne, comme vous voulez, et qui a comparé en utilisant des critères d'évaluation. Vous voyez, des critères d'évaluation comme ça a été décrit par l'initiative SONG, et vous voyez que de toute façon, qu'on a comparé à 30 mois et à 36 mois, je pense, je ne vois pas très bien, entre 30 mois et 36 mois, et vous voyez que de toute façon, il y a une dégradation de la qualité de vie du malade, que ce soit l'HDF ou quoi que ce soit, parce que vous voyez les scores comme ils varient. Mais les scores varient de manière beaucoup plus favorable quand même dans l'HDF. Et donc la dialyse moderne, qui est la dialyse, si vous voulez, optimale, individualisée, c'est une dialyse qui doit bien évidemment respecter les fondamentaux de la dialyse, c'est-à-dire avoir un KT sur V supérieur à 1,2, avoir un bilan phosphocalcique normal, respecter la prise de poids entre les dialyses, avoir des fistules qui fonctionnent très bien, c'est une dialyse qui minimise, si vous voulez, l'impact de l'inflammation. Et vous voyez, par exemple, là, c'est démontré que quand vous utilisez du matériel biocompatible, notamment des membranes de dialyse biocompatibles, le risque de mortalité diminue, mais comme par rapport à si vous utilisez des membranes qui sont beaucoup plus performantes. C'est-à-dire la biocompatibilité l'emporte sur si vous voulez, sur la pertinence. Donc l'hémodialyse actuelle, c'est une hémodialyse qui a pour objectif, bien sûr, respecter les fondamentaux, mais aller vers une médecine subjective. Donc, on doit associer des valeurs, des facteurs objectifs, mais surtout aller vers des facteurs subjectifs de jugement, parce que c'est ça qui importe pour le patient. Et bien évidemment, donc cette dialyse, moi je l'appelle l'hémodialyse optimale individualiste, c'est l'hémodialyse moderne, il n'y a plus de conventionnel. Et bien évidemment, il faut utiliser tous les moyens dont il dispose, que ce soit l'HDF, post-dilutionnel, pré-dilutionnel, utiliser la biofiltration, les systèmes de rétrocontrôle, etc. Mais bien évidemment, ce qui nous empêche, c'est pas qu'il y a une contre-indication, mais au fait, c'est le coût. Et quand on regarde le coût, il faut bien l'étudier, parce que quand vous regardez le coût de la technique, des machines ou comment on appelle ça, les consommables, ils coûtent beaucoup moins cher par rapport, si vous voulez, au coût du médecin et des infirmiers. Et je vous ai montré à droite combien ça coûte, le coût qu'est-ce que ça représente comme coût, les travailleurs, que ce soit médicaux ou paramédicaux, par rapport au coût global. Et ça, c'est à réfléchir. Je ne vais pas détailler ça parce que je sais que Amr, demain, va en parler. Et donc, voilà. Donc, en conclusion, je vous dis que l'hémodialyse n'est pas un traitement curatif, c'est un traitement de suppléance imparfait. Et le terme de l'hémodialyse conventionnelle est révolu, on ne doit plus parler de ça, et que les fondamentaux de l'hémodialyse doivent être respectés. Il faut associer tous les médicaments nécessaires pour avoir les meilleurs pronostics, mais surtout, il faut que l'hémodialyse soit centrée sur le patient avec comme cible la qualité de vie. Et l'hémodialyse moderne, c'est l'hémodialyse individualisée. Et je vous remercie. Merci beaucoup, c'est Mohamed d'abord. Deuxièmement, d'être très très clair sur ce qu'on appelle l'hémodialyse conventionnelle. Donc je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On va participer parce que les trois sujets sont différents. Donc on va donner la parole donc à Bachir d'abord. Merci
Merci, c'est Mohamed, pour ce survol rapide de l'historique et de l'histoire de la dialyse. C'est 3 siècles en 20 minutes. Hein. 3 siècles d'évolution en 3 minutes, donc il faut me féliciter. C'est ici que ça se passe. C'est Mohamed. Merci pour ce survol rapide de l'historique de la dialyse. Je retiens personnellement 2 choses. C'est que la dialyse produit de la quantité de vie, mais pas nécessairement de la qualité. Donc ça reste quand même un traitement imparfait, malgré les améliorations qui ont été apportées. Et deuxième chose, tu nous demandes de nous recentrer sur le malade en entier, ce qui reviendrait à ramener la néphrologie au sein de la médecine interne comme elle était à ses origines. Merci, Dr. Leslie, pour cette belle présentation. C'est juste pour rajouter une petite remarque ou un petit commentaire. C'est à l'extrême de tout ça, c'était pour l'exemple, vous l'avez cité en tant qu'oratrice dans le dernier papier, c'est Georgina Barapicoli qui publie énormément sur le sujet de la dialyse qui publie énormément sur la notion de la dialyse incrémentale. C'est ce que vous faites tous, je pense, en pratique aussi, 1 séance, 2 séances, puis etc., jusqu'à arriver à 3 séances. Mais au CH Le Mans, elle a, de mémoire, je crois, 60% de ses patients qui sont en dialyse incrémentale. Pour nous, 3 séances font mieux que 2. Pour elle, pas forcément. Avec 2, elle a des résultats très, très, très satisfaisants en termes de qualité de vie, bien sûr, et de survie. Oui, la dialyse incrémentale, ça fait partie des instruments qu'il faut appliquer pour parler de l'hémodialyse moderne, mais à condition de respecter un certain nombre de critères, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une fonction rénale résiduelle, il faut respecter le régime, etc. C'est-à-dire même dans le même papier, c'était tout clair. Oui. Donc justement, il faut faire très attention à ce concept, qui est très nouveau, qui a permis à beaucoup de monde de publier des choses et d'autres, qui ne sont pas d'égale valeur d'ailleurs. Il faut faire très attention. Donc quand il y a une clairance résiduelle on peut faire ça. Nous le faisons, nous, par obligation de prise en charge, etc. parfois. Bien sûr, c'est les gens qui ont encore 12, 10 millilitres de clairance, ça marche très bien. Mais ceux qui ont 5, 6 millilitres, qu'on voit, nous, à 95% des cas, c'est une catastrophe sur tout ce qui est indiqué. Par contre, faire des modélises conventionnelles, comme il a dit, avec des membranes de haute perméabilité biocompatibles, avec de l'eau ultra pure, avec des machines qui maîtrisent, qui ont des régulateurs, etc., ça donne des résultats excellents. Et bien sûr, quand on peut faire d'HDF, c'est encore mieux. Je pense que Bernard, qui est là, a bien montré que les PROMS en HDF sont beaucoup mieux qu'en hémodialyse conventionnelle. Je voudrais juste ajouter un petit commentaire, parce que c'est de l'histoire de ce pays. C'est que Gotch, quand il a publié 2 ans après NCDS, qui a été publié dans New England, il a publié le KT sur V dans Kiné International, il est venu à Marrakech en 85, au cours d'un énorme show qui a été fait par Ospal dans le temps pour parler de la polyélectrénométrie. Et il nous avait expliqué à ce moment-là KT sur V, et nous avions vraiment les yeux tout ouverts. Tiens, celui qui a trouvé quelle est la dose qu'il fallait en 85 ici à Marrakech, quelle est la dose qu'il fallait faire pour bien traiter les malades en hémodialyse, et c'était absolument un moment fabuleux. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Si j'ai encore un dernier commentaire pour moi-même, je le fais. C'est-à-dire que moi, quand j'entends des gens qui disent que la mortalité en hémodialyse est pire que ce qu'il y a en cancérologie, je trouve ça que c'est une comparaison qui n'a aucun sens. Parce qu'en cancérologie, quand on traite curativement, alors qu'en hémodialyse, c'est un traitement qui est de suppléance. Donc c'est comme vous comparez une septicémie, un groupe que vous donnez de Doliprane et l'autre vous donnez un antibiotique et vous dites « Ah, ben les autres, ils meurent plus vite ». C'est extrêmement important de garder ça à l'esprit. Je vous remercie. Allez, Yassir, on va rester dans la continuité de ce que tu as présenté. Professeur Yassir Zajari de l'hôpital militaire, avec affection, je te présente. Il est passé le temps où tu es parti à Marseille pour ton premier stage en hémodialyse, où tu es revenu, où tu avais tout ce qu'il fallait ici. C'était ton commentaire. Yassir, parle-nous maintenant de l'hémodialyse élargie, s'il te plaît. Quel intérêt et pour quel patient?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, professeur Ouali. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement la Société marocaine néphrologique pour l'invitation qui me permet de s'exprimer sur une innovation technique dans le monde d'hémodialyse, notamment l'expanded hémodialysis pour les anglophones, l'hémodialyse élargie pour les francophones, l'HDX pour faire simple. Donc technique qu'on pourra certes indiquer en situation d'insuffisance rénale dans de rares contextes, mais qui reste le plus souvent discutable en situation d'insuffisance rénale chronique terminale, notre jargon quotidien, nous, néphrologues. Et après la brillante présentation de notre ami Leslie, je crois que ce qui est en train de changer entre le passé et le présent, et fort probablement le futur, c'est la définition de la dialyse adéquate. Et ce changement a été tout le temps alimenté par un besoin continu d'améliorer les choses, donc si bien qu'on est passé d'une dialyse adéquate qui consistait à répondre à des besoins de survie à court terme dans les années 60 à une approche holistique, intégrant un ensemble de critères, tout en restant dans le cadre d'individualisation de ce type de traitement, et insister sur l'épuration des moyennes molécules. Et on est passé d'une classification, on décrivait 3 types de toxines urémiques, les liées aux protéines, les hydrosolubles, que ce soit les petites molécules ou les moyennes molécules, à une classification actuelle où on décrit 6 types de toxines urémiques. Les liées aux protéines sont toujours là, les petites molécules sont toujours là. Par contre, l'actualité ici, c'est la description de la famille des grandes molécules et la description au sein des moyennes molécules de 3 sous-types selon le poids moléculaire. Mais ce qui était le plus important de cette classification, c'était la description de la potentielle efficacité des différentes techniques d'hémodialyse à éliminer ces toxines urémiques. Et lorsqu'on s'intéresse à l'hémodialyse continue, que vous connaissez certainement tous, le spectre d'efficacité, il est vraiment réduit, puisqu'elle n'intéresse que les petites molécules et les moyennes molécules de petite taille. Donc, alors que la mortalité, elle est souvent d'origine cardiovasculaire, infectieuse, inflammatoire, là où on implique souvent les moyennes molécules de grande taille et surtout là où l'hémodialyse chronique reste inefficace. Donc, dans notre quête de la dialyse adéquate, le besoin ici, c'est de développer l'hémodialyse chronique pour pouvoir améliorer l'efficacité d'élimination de ces toxines. Et ça doit naturellement se baser sur les principes physico-chimiques que vous connaissez tous, notamment l'absorption qui agit par affinité physico-chimique des membranes, qui occupe une place peu importante dans l'épuration de moyennes molécules. De même que la diffusion, que certes le gradient de concentration ici reste favorable, mais on sait très bien qu'à chaque fois que le poids moléculaire augmente, le coefficient de diffusion diminue d'une façon drastique. Donc finalement, le seul principe physico-chimique qui permet l'élimination des moyennes molécules, c'est bel et bien la convection, qui est liée à un gradient de pression permettant l'élimination du solvant, notamment l'ultrafiltrat plasmatique, et les solutés de moyennes molécules qui nous intéressent pour la présentation d'aujourd'hui. Et lorsqu'on s'intéresse encore plus, pour rentrer dans le détail,
sur les caractéristiques ou les déterminants de cette clairance convective, elle est liée au produit du débit de filtration et du coefficient de tamisage. Donc le coefficient de tamisage se définit par un rapport d'une concentration de soluté dans l'ultrafiltrat sur sa concentration plasmatique et qui correspond à une probabilité variant de 0 à 1 qui résume l'interaction entre la porosité et entre le poids moléculaire de la membrane. Donc plus cette probabilité elle s'approche de 1, plus la filtration elle est meilleure et plus elle tend vers 0, plus elle est réduite, tandis que le débit de filtration il correspond au produit de la perméabilité hydraulique, de la surface de la membrane et de la pression transmembranaire qui est liée au gradient de pression entre le sang et le dialysat dans le cadre de l'hémodialyse. Et je ne vous apprends rien en vous disant que l'amélioration de cette clairance convective des moyennes molécules a été obtenue depuis de nombreuses années grâce à l'augmentation ou au forcing de débit d'ultrafiltration lié à une pression transmembranaire très importante qui a la particularité ici d'être positif le long de la fibre creuse permettant des volumes convectifs très très élevés. Donc ce qui exige une substitution par un liquide stérile et apyrogène de production en ligne permettant des volumes de substitution très élevés. Et si on suit les recommandations, c'est de l'ordre de 23 litres pour la post-dilutionnelle, au moins le double pour la pré-dilutionnelle. Et si je vous parle de l'hémodiafiltration technique, en étant scientifique, je vous dis que c'est une technique particulièrement pour le mode post-dilutionnel qui a prouvé son efficacité par rapport à l'hémodialyse conventionnelle concernant la survie. Mais malheureusement, c'est une technique qui nécessite certaines exigences et certains impératifs en rapport notamment avec la salle d'eau qui doit obéir à certains nombres que je ne vais pas détailler aujourd'hui. De même que pour les générateurs qui doivent être validés HDF, c'est-à-dire dotés d'une pompe de substitution, dotés d'une double ultrafiltration stérilisante. Et lorsqu'on est en hémodiafiltration post-dilutionnelle, donc si on prescrit cette technique, notre objectif c'est de suivre les cibles de bénéfices thérapeutiques, notamment les 23 litres. Ce qui reste incompatible lorsqu'on a un abord vasculaire limite ne permettant pas des débits conséquents. Donc, ce qui nous pousse dans ces conditions à s'orienter vers le mode prédilutionnel. Et lorsqu'on s'oriente vers le mode prédilutionnel, comme je vous ai dit, l'objectif c'est un volume double. Donc, ce qui reste un problème écologique énorme dans un contexte de stress hydrique, que ce soit en international ou national. D'où l'intérêt de l'HDX, qui est une technique décrite comme caractérisée par moins de contraintes, puisqu'on n'utilise que des générateurs d'hémodialyse conventionnels avec des membranes dites MCO ou un médium cutoff, qui sont des membranes haute perméabilité caractérisées par une optimisation aussi bien de leur géométrie que de leur structure interne, dont l'objectif d'améliorer l'épuration des moyennes molécules tout en restant sélectif vis-à-vis de la fuite d'albumine. C'est une technique caractérisée certes par moins de contraintes, mais certaines conditions préalables sont nécessaires, notamment les maîtriseurs d'UF, option devenue obsolète avec les générateurs qu'on utilise de nos jours, en considérant les volumes importants d'échanges qu'on utilise en utilisant ce type de membrane, de même que le contrôle de la filière d'eau qui doit nous permettre la production d'un dialysat ultra pur, ce qui exige, une fois de plus, je vais préciser sur ce point, un entretien et une surveillance aussi bien des générateurs que de la salle de traitement d'eau. Et si l'hémodiafiltration permet l'amélioration de cette clairance convective en forçant le débit d'ultrafiltration, l'HDX permet d'atteindre le même objectif en optimisant surtout le coefficient de tamisage et 1 degré moins le débit d'ultrafiltration
Donc un peu moins par rapport à l'hémodiafiltration, mais qui reste plus important par rapport à l'hémodialyse haute perméabilité, selon le même principe où on décrit un gradient de pression favorable à une ultrafiltration à la partie initiale de la fibre creuse. Donc ce gradient s'inverse à la partie distale de la fibre creuse, ce qui sera responsable d'une rétrofiltration qui a la particularité d'être assurée à l'intérieur de la fibre creuse. Et comme vous savez, cette inversion du gradient de pression, elle est liée à un mécanisme de perte aussi bien de la pression que de la charge par l'ultrafiltration, par l'augmentation de la pression oncotique, par l'augmentation de l'hématocrite. Toutefois, par rapport à la membrane haute perméabilité classique, on a pris le soin d'optimiser la géométrie sur des bases purement physiques que je vous épargne pour la présentation aujourd'hui du détail. Ceci dit, cette optimisation consistait à réduire le diamètre interne pour augmenter les résistances en intra-fibre creuse, voire pour d'autres industries pharmaceutiques, une réduction de l'épaisseur des membranes, un allongement des fibres. Concernant la partie la plus importante qui nous intéresse aujourd'hui, notamment l'optimisation du tamisage, on est passé, comme a précisé notre ami Lisri, de la basse perméabilité à la haute perméabilité, en gardant la même densité des pores, mais tout simplement en augmentant le diamètre. Mais lorsqu'on considère la fameuse courbe de tamisage en comparant une membrane haute perméabilité, donc en comparant une membrane haute perméabilité et une membrane idéale théoriquement comparable à la barrière de filtration glomérulaire, donc on remarque qu'il y a un décalage important, et ce décalage concerne l'épuration des moyennes molécules, les molécules qui sont impliquées dans les complications cardiovasculaires, les toxines qui tuent nos patients. Donc le besoin ici, c'est de réduire tant que possible donc, ce décalage. Et ceci a été possible grâce notamment à l'HDX qui permet d'augmenter ou réduire le décalage par rapport à une membrane idéale tout en restant sélective. Et ceci a été possible par des modifications de la structure interne que je résume par une augmentation davantage du diamètre des pores, tout en soignant par rapport aux membranes HCO, qui sont des membranes commercialisées quelques années avant l'ère des membranes MCO, une uniformité des diamètres des pores, tout en restant inférieur à celui de l'albumine, une répartition plus homogène, une distribution des densités des pores par rapport au diamètre des pores plus serré, c'est-à-dire où on a moins de dispersion, donc ce qui va se traduire par une meilleure sélectivité. Avec, en effet, pour chaque soluté, on décrit un coefficient de tamisage qui dépend de la membrane. Mais pour caractériser le tamisage de différents types de membranes que vous connaissez tous, on doit théoriquement décrire 3 indices, notamment le débit de rétention de la membrane qui se définit par le poids moléculaire pour lequel le coefficient de tamisage est égal à 0,9. C'est-à-dire, cette membrane arrive à filtrer 90% de ce soluté. Et plus ce début de rétention est important, plus la perméabilité elle est meilleure. Lorsqu'on considère ici la courbe de tamisage de 3 types de membranes, notamment la haute perméabilité, représentée ici en couleur bleue, la membrane HCO, représentée ici en couleur verte, la membrane MCO, représentée ici en couleur orange. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Le début de rétention de la membrane haute perméabilité, donc représentée ici sous forme de rond blanc, a été largement amélioré avec la membrane HCO, donc avec une description d'un début de rétention qui est estimé à 10 000. Donc c'est comparable au poids moléculaire de la bêta-2 microglobuline. Donc ce qu'il faut retenir, qu'avec ce type de membrane, vous arrivez à filtrer 90% de la bêta-2 microglobuline.
donc ce qui n'est pas rien. Et lorsqu'on considère le deuxième indice, notamment le seuil de coupure de la membrane, il se définit par le poids moléculaire pour lequel le coefficient de tamisage de la membrane est de 0,1. Donc, soit la membrane arrive à filtrer 10% de ce soluté. Donc, plus ce seuil de coupure dépasse le poids moléculaire de l'albumine, plus le risque de fuite devient important. Et là, on est passé d'un seuil de coupure dépassant largement le poids moléculaire de l'albumine concernant les membranes HRO à un seuil de coupure avec les membranes HCO inférieur à celui de l'albumine et comparable à une membrane haute perméabilité, donc ce qui permet de retenir qu'on a largement amélioré la sélectivité de cette membrane par rapport à la membrane HCO. Cette sélectivité qu'on devra apprécier mieux par la zone de coupure qui se définit par la marge entre le débit de rétention de la membrane et le seuil de coupure de la membrane. Donc plus cette marge elle est réduite et plus elle est décalée à gauche par rapport à l'albumine, plus la membrane est plus sélective. Et lorsqu'on compare la zone de coupure de la membrane HCO versus zone de coupure de la membrane MCO, donc on remarque qu'on a réduit clairement cette zone de coupure tout en la décalant à gauche d'une manière à ce qu'elle soit inférieure au poids moléculaire de l'albumine. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a amélioré aussi bien la perméabilité que la sélectivité, mais ce ne sont que des données in vitro. Et j'imagine que vous êtes plus intéressés par les données de la vraie vie. Et il faut dire que, dans ce sens, depuis la commercialisation de cette innovation, beaucoup d'expériences sont publiées, mais qui gardent une méthodologie très, très critiquable. On peut décrire une multitude de biais. Cependant, cette méta-analyse, bien que l'effectif était réduit, ne dépassait pas 1000 patients, mais avait le mérite de n'inclure que les études randomisées, contrôlées, comparant le groupe HDX versus groupe hémodialyse, haute perméabilité classique et hémodiafiltration. Donc l'objectif de cette méta-analyse était basé sur l'appréciation de l'efficacité jugée sur la différence du taux de réduction de différents types de toxines urémiques, ainsi que les données de safety concernant la différence de perte d'albumine et l'albuminémie prédialytique. Et comme prévisible, lorsqu'on s'intéresse aux petites molécules, il n'y avait pas de différence attestée par un KT sur V comparable concernant tous les groupes. Pour la bêta-2 microglobuline, qui est une moyenne molécule de petite taille et qui est impliquée dans des complications cardiovasculaires, l'HDX faisait mieux que l'hémodialyse haute perméabilité classique, mais il faisait un peu moins par rapport à l'hémodiafiltration. Pour la chaîne légère kappa, qui représente ici un prototype de moyenne molécule de moyenne taille, puisque le poids moléculaire il est estimé ici à 22,5 kg Dalton. Donc l'HDX faisait mieux que l'hémodialyse haute perméabilité et que l'hémodiafiltration. Concernant la chaîne légère lambda, qui est une toxine urémique de moyenne molécule, mais ici de grande taille, avec un poids moléculaire estimé à 44,5 kg Dalton et qui est impliquée avec sa sœur junior dans des complications cardiovasculaires infectieuses. Donc on remarque que l'HDX fait encore mieux par rapport à l'hémodialyse haute perméabilité, par rapport à l'hémodiafiltration. Mieux encore, les conclusions de cette méta-analyse vont dans le sens que plus le poids moléculaire augmente, plus l'avantage d'efficacité d'HDX était plus clair. Quand ici je parle de l'avantage, c'est par rapport à l'hémodialyse haute perméabilité et par rapport à l'hémodiafiltration. Donc concernant les données de la safety,
Et en considérant la perte d'albumine ou la différence de perte d'albumine, donc on remarque qu'il y avait plus de perte d'albumine en HDX versus hémodialyse haute perméabilité avec une différence estimée à 2 grammes. Mais à notre sens, ça reste négligeable. Et je vous donne un exemple. Si on considère par exemple la dialyse péritonéale, qui est une technique comme décrite efficace et avérée, et qui fait partie de l'arsenal thérapeutique de l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc cette perte, elle reste minime. La diète PER, on estime la différence à environ 10 grammes, 10 à 15 grammes par jour. Ici, ce n'est que 2 grammes. Et encore mieux, lorsqu'on considère l'albuminémie versus hémodiafiltration, il n'y avait pas de différence, mais on remarque que par rapport à l'hémodialyse haute perméabilité, une différence significative estimée à peu près 1,5 g, mais qui reste au-dessous du seuil de conséquences cliniques. Mieux encore, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plus la durée d'utilisation de ces membranes est plus prolongée, plus cette différence avait tendance à se réduire. Et ceci a été expliqué par une meilleure épuration des cytokines inflammatoires, une meilleure épuration des toxines anorexigènes, notamment la leptine, avec comme conséquence une augmentation de la synthèse hépatique. Mais là, en tant que néphrologue, on est plus intéressé par les bénéfices cliniques. On a certes démontré une amélioration de la perméabilité et la sélectivité in vitro et in vivo, mais en tant que néphrologue, ce qui compte pour nous, c'est les critères qu'on pourra classer en critères durs, notamment comme chef de file la morbimortalité et particulièrement cardiovasculaire, comme on peut raisonner sur un ensemble de critères intermédiaires. Et là, la liste, elle est vraiment longue. Donc, pour résumer, pour faire la synthèse, encore une fois, le niveau de preuve de la majorité de ces études reste très, très limite. Mais on pourra suggérer un probable intérêt sur des critères, notamment la qualité de vie, nombre d'hospitalisations, troubles de sommeil, tolérance des séances, et j'en passe. Après, est-ce qu'il faut prescrire systématiquement ces techniques pour tout patient ou attendre ces symptômes pour la prescrire? Je ne saurais pas vous répondre d'une manière basée sur des preuves. Et personnellement, j'attends avec impatience la publication de l'étude MOTER HDX, qui est un essai randomisé, contrôlé, comparant l'HDX à l'hémodiafiltration sur un critère de jugement composite mortalité globale, cardiovasculaire et événements cardiovasculaires. Nous disposons actuellement des résultats préliminaires en faveur d'absence de différences significatives concernant le critère de jugement primaire et d'une non-infériorité concernant la mortalité, mais reste à savoir est-ce qu'ils ont prescrit la bonne hémodiafiltration, autrement dit, est-ce qu'ils ont atteint les 23 litres de l'HDF post-dilutionnel. Donc, en attendant, nous résumons les indications selon 2 contextes. Soit vous exercez dans un contexte où vous ne pouvez pas faire l'HDF, soit pour une raison ou pour une autre, et là, on pourra indiquer l'HDX, notamment en cas de symptômes impliquant les moyennes molécules, notamment chez les patients anuriques, comme on pourra discuter la même technique comme alternative de l'hémodiafiltration post-dilutionnelle, notamment en situation d'échec d'atteinte de la cible, soit pour une rhéologie défavorable, soit pour un abord vasculaire non optimal. Concernant les contre-indications, il faut l'utiliser en mode diffusif. L'ultrafiltration seule favorise les fuites de sang. L'HDF avec les membranes HCO favorise... J'ai 1 minute. L'HDF avec la membrane HDX favorise les fuites massives d'albumine pour la prescription faite comme vous faites d'habitude, c'est-à-dire un débit sanguin dépassant les 300 ml minute, un débit de dialyse optimisé, soit via des options générateurs si vous en disposez, notamment l'autoflow, soit vous pouvez s'inspirer de cette équipe qui ont comparé un débit de dialyse
400 versus 500 ml minute et qui ont démontré une absence de différence significative concernant les paramètres de dialyse adéquate impliquant le KT sur V avec, ce qui est le plus important, une économie d'eau estimée à environ 3500 litres par malade par année. Donc, en conclusion, l'HDX, c'est une innovation qui permet, versus les membranes haute perméabilité, d'améliorer l'épuration des moyennes molécules tout en restant sélective. Ceci grâce à une optimisation aussi bien de la géométrie que de la structure interne de la membrane avec un probable intérêt clinique. Versus HDF, elle est certes caractérisée par moins de contraintes, une probable non-infériorité, mais à notre sens, c'est la sœur junior de l'HDF avec un décalage d'âge estimé à une trentaine d'années. Donc il faut se donner plus de temps pour tirer des conclusions basées sur des preuves. Bravo Yassir, c'est très bien. Tu as tenu en haleine tes 25 minutes. Tu as soulevé surtout beaucoup d'interrogations alors pour la salle, bien sûr. Oui, des questions comme ça. Et tu ne t'es pas... Tu as fait plaisir à toutes les techniques, c'est très bien. Mais tu as quand même Amr Maoujoud qui va te rappeler alors. Non, Yassir, vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à une conférence de ta part. J'étais hors Maroc pendant une longue période. Bravo, ça c'est top, ça c'est une conférence de maître. Juste un complément pour l'étude moderne. Elle est faite par des Barcelonais qui sont très forts partout. Et donc, ils sont les meilleurs en HDF. Et dans l'étude, c'est l'équipe de Madwell. Donc, c'est les gens qui font de l'HDF au volume. Les volumes sont au-delà de 23 litres. Les résultats préliminaires tels qu'ont été présentés à l'EDTA par Patricia Ortiz. Donc, il y a une non-infériorité. L'étude, c'est une étude de non-infériorité. Donc, ce n'était pas pour être supérieur à l'HDF, c'est juste non-infériorité par rapport à l'HDF. Donc, pour avoir l'AMM pour une thérapie, donc on ne cherche pas des études de supériorité, mais des études de non-infériorité, comme pour les interventions thérapeutiques en cancérologie, etc. Donc, ça, c'est juste un complément. Mais tout le reste sur le niveau de preuve, etc., je partage parfaitement ça. Donc, nous avons beaucoup d'études de registre. Il faut savoir, donc, on était pendant très longtemps obnubilé par RCT, Randomized Control Trial, mais en néphrologie, on n'a pas beaucoup d'études randomisées contrôlées. Mais à l'échelle mondiale, dans toutes les spécialités, beaucoup d'écrits sur le niveau de preuve des études post-AMM, des études post-commercialisation, des real-world evidence, où on va suivre les patients dans les conditions de vie réelle et non pas des conditions d'essais cliniques. Pour l'HDX, nous avons les registres japonais, les registres asiatiques, les registres de l'Amérique latine et des milliers de patients qui sont sous HTX. L'ensemble de ces données post-commercialisation, toutes plaident en faveur d'une réduction des hospitalisations, d'une réduction des états inflammatoires, d'une moins consommation en érythropoïétine qui est très très significative, moins 20-30% des doses, et donc qui compense un peu le surcoût nécessaire pour investir dans des membranes qui vont coûter plus cher que les membranes classiques. Je peux avoir un commentaire ? Bien sûr. Donc, moi, ma vision des choses, elle est un petit peu différente. En étant scientifique, donc, il m'est difficile de recommander une modalité ou une technique si on n'a pas assez de recul et si on n'a pas assez de preuves. Personnellement, j'attends avec impatience la publication de Moteur HDX. Ils ont déjà publié des résultats préliminaires, mais comme je vous ai dit, ça ne sert à rien de faire l'HDF si vous n'arrivez pas à atteindre les 23... Là, il ne faut pas situer le débat pour l'HDF, on parle de l'HDX, il ne faut pas vraiment parler de ça. Parce que ce qui m'a marqué, c'est qu'ils n'ont pas précisé de volume convectif. Non, enfin, nous, on parle de l'HDX, ce n'est pas obligatoire qu'on s'aligne sur l'HDF ou tu présentes sur l'HDX, c'est parfaitement dit, c'est parfaitement expliqué, tu laisses à l'assistance, c'est excellent. Docteur Trissy, 35 ans auparavant, il t'avait parlé du KT surveille. Je rappelle juste que c'est ici que Ronco avait parlé des membranes HDX et que c'est à Marrakech qu'il avait présenté. Marrakech a quelque chose de particulier.
Est-ce qu'il y a d'autres interrogations dans la salle? Et c'est Dr Trici. Donc finalement, vous faites l'HDX dans les hôpitaux militaires ou pas? Non. Pas du tout. Pas encore. Finalement. Donc, dans notre propre expérience, nous avons fait, bien sûr, on fait de l'HDX, et depuis très longtemps d'ailleurs, et nous avons dernièrement utilisé les membranes HX de Nipro, et nous avons comparé donc les données juste en épuration, en réduction de la bêta-2. On est arrivé à 84% pratiquement comme l'HDF, mais nous sommes en HDF à des volumes convectifs de 25,6 litres. Donc, on est vraiment d'HDF très élevé. On arrive en HDX à faire exactement la même chose avec des débits d'IALISA qui sont conformes au débit 100, c'est-à-dire 1.2. On n'est pas du tout au-dessus. Et donc, nous utilisons la même quantité d'eau, etc., en HDF comme dans l'autosub ou comme le PTM, etc. Donc, sur un plan juste épuration des moyennes molécules, on est exactement dans les mêmes données. Bien sûr, malheureusement, nous ne pouvons pas doser l'interleukine 6, ni la 18, etc., mais ça a été fait par ailleurs. Dans les études observationnelles, parce qu'Amar en a parlé tout à l'heure, il y a quand même une baisse de la mortalité. Vous savez, l'étude colombienne, qui n'est pas scientifiquement, voilà. Donc, bon. Bref, mais il y a quand même moins de mortalité au bout de 3 ans, pratiquement 25% de moins de mortalité en HDX par rapport à l'HD à haute perméabilité. Donc, ce qui veut dire qu'il est probablement, nous sommes en train d'épurer des choses qui sont responsables de l'inflammation, de l'athérosclérose, etc. Et donc, il y a probablement quelque chose à faire quand on ne peut pas faire de l'HDF. Comme tu as dit, on peut faire de l'HDX. Et vraisemblablement, le prix de la membrane n'est pas très élevé, au moins au Maroc, par rapport aux membranes haute perméabilité. Et donc, ceux qui n'ont pas la possibilité de faire de l'HDF peuvent faire de l'HDX, à condition toujours d'avoir de l'eau ultra pure, bien sûr. Excellent. Toi, tu parlais de tout ça, c'est bien. Tu l'avais dit à ta manière. Il te reste les prompts, parce qu'en HDX, ça aussi, et la mortalité, comme tu disais, pour les critères durs. Tu as été parfait, c'est très bien, le message est transmis. On ne va pas rentrer dans le débat HDF. Donc, je vais donner la parole à Myriam, à qui on a donné un sujet extrêmement compliqué. Tu ne devrais pas remercier le comité. Au fait, elle va nous parler donc du concentration du calcium dans le dialysa. Et je ne sais pas s'il y a un néphrologue dans le monde qui connaît quelle est la bonne concentration du calcium dans le dialysa. Donc, je te laisse expliquer ce que tu penses être le vrai. Merci, docteur Trici. Je vais quand même remercier la commission scientifique de la SMN et le comité organisateur de m'avoir invité autant qu'orateur à ce congrès de la SMN qui nous fait honneur de siéger à Marrakech. Je fais partie de l'équipe de néphrologie de Marrakech et donc on m'a confié un sujet qui est toujours un sujet de débat, malgré, donc c'est un sujet basique mais qui reste de débat. Et donc on a 20 minutes pour discuter un peu de la concentration optimale du calcium du dialysa entre recommandations et pratiques cliniques au Maroc. Et tout d'abord, je déclare ne pas avoir de conflit d'intérêts. Donc, comme vous savez, la concentration en calcium du dialysa est un élément clé de la prescription en hémodialyse. Elle influence non seulement l'équilibre phosphocalcique, mais aussi la santé osseuse et le risque cardiovasculaire et la mortalité du patient en insuffisance rénale chronique terminale hémodialysée. On sait tous, et ça a été dit plusieurs fois tout à l'heure, que les patients hémodialysés chroniques ont un taux de mortalité très élevé. Et à peu près le 1/4 de ces décès surviennent subitement. Donc, au cours des dernières années, plusieurs recommandations internationales ont été publiées, mais en pratique clinique, l'application de ces recommandations se retrouve en face de plusieurs contraintes, notamment les contextes locaux, les ressources disponibles et les caractéristiques spécifiques des populations. Donc, au Maroc, les néphrologues, comme dans d'autres pays, se retrouvent face à de nombreux défis, notamment la diversité des profils des patients, la variabilité des pratiques entre centres et surtout des contraintes économiques et logistiques. Donc, on va essayer de suivre le plan de discussion suivant. Un bref rappel du rôle du calcium dans le dialysa. On va parler un peu de la balance calcique, des effets des différentes concentrations les plus populaires, on va dire. On va dire un mot du profiling et après
un bref aperçu des recommandations internationales, on va discuter un peu de ce qu'on sait des pratiques marocaines et on va finir par des suggestions pratiques. Donc, je rappelle que pour contrôler un peu la cinétique du calcium en dialyse et le bilan du calcium en dialyse, il faut prendre en compte l'apport alimentaire, les suppléments oraux, les sels de calcium intra-IV et les chélateurs calciques, en plus du calcium du dialysa, qui est une source parmi d'autres. Donc, le maintien de l'homéostasie calcique, il permet la prévention de l'hypocalcémie chez le patient hémodialysé qui peut être symptomatique. Il a un impact important sur le métabolisme osseux. Il permet d'assurer une cardioprotection et joue un rôle très important dans la conduction nerveuse et le tonus vasculaire. Donc, comme vous savez, la quasi-totalité du calcium se retrouve au niveau des os pour assurer une minéralisation optimale et donc le reste du calcium se retrouve entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, notamment dans le plasma, au niveau de laquelle il est réparti en calcium lié aux protéines et notamment l'albumine et les globulines et une partie qui est chélaté, mais surtout le calcium ionisé qui est la fraction du calcium qui est biologiquement active. Donc, l'équilibre calcique pendant la dialyse est influencé par plusieurs facteurs, surtout la diffusion du dialysa vers le plasma et la convection du plasma vers le dialysa et également les variations de pH pendant la séance de dialyse avec le passage de l'acidose vers l'alcalose et également l'augmentation de la concentration de l'albumine pendant la séance et le renouvellement osseux. Donc, l'augmentation de l'albumine qui est chargée négativement va entraîner une diminution du calcium disponible et donc échangeable et le type de renouvellement osseux qui soit élevé ou bas va donc conditionner, va entraîner des comportements d'échange et de régulation de calcium complètement différents. Donc, pour comprendre la compartimentalisation du calcium chez le patient hémodialysé, donc on a dit qu'il faut prendre en considération l'apport alimentaire, la partie qui est absorbée au niveau des intestins et qui est éliminée également par les intestins, la partie qui va circuler dans le compartiment intravasculaire, la partie qui sera prise en charge par l'os pour la minéralisation et éventuellement les dépôts extra-osseux ou les dépôts ectopiques de calcium. Et on peut se retrouver avec un modèle à 5 et éventuellement l'élimination rénale. Donc on peut se retrouver avec un modèle à 5 compartiments chez les patients qui ont une diurèse résiduelle ou une fonction rénale résiduelle avec l'élimination rénale, mais le plus souvent il s'agit d'une fraction qui est très faible. Avec un modèle à 4 compartiments chez les patients qui sont anuriques et avec un modèle à 3 compartiments chez les patients qui ont une maladie osseuse adynamique et donc on se retrouve avec une faible quantité du calcium qui va se fixer au niveau des os avec plus de risque de calcification ectopique. À l'encontre chez le patient qui a un turnover normal, on se retrouve avec 4 compartiments. Alors, dans cette étude, on a essayé de mesurer la balance du calcium en dialysa et on a comparé 3 groupes de patients qui dialysent avec 3 concentrations différentes, le 3 mEq, le 2,75 et le 2,5. Et donc, on a objectivé que chez les patients qui dialysent avec le 3 mEq, c'est l'équivalent du 1,5 mmol par litre, qui avait un bilan calcique positif et les résultats étaient statistiquement significatifs par rapport aux patients qui dialysent avec le 2,75 et le 2,5. Et pour les patients qui dialysent avec le 2,75, également, le bilan était positif par rapport aux patients qui dialysent avec le 2,5. Et encore, il y avait une augmentation au fil du temps du calcium ionisé entre la première heure et la 4e heure de dialyse chez les patients qui dialysent avec le 3 mEq et le 2,75 milliequivalents par litre
Par contre, chez les patients qui dialysaient avec le 2.5, il y avait une diminution du calcium ionisé en fil du temps entre la première et la 4e heure. Donc, sur la figure à droite, ils ont mesuré le gradient dialysa et eau plasmatique. Et chez les patients qui dialysaient avec le 3 mEq et le 2,75, le gradient baissait pendant les 2 premières heures. Par contre, chez les patients qui dialysaient avec le 2,5, le gradient augmentait pendant les 2 premières heures. Pour le 2,75 mEq, c'est l'équivalent de 1,38 millimol. Il y avait un bilan certes positif, mais légèrement positif. Et donc, dans cette étude, les chercheurs ont conclu que probablement le 2,75 pour eux était préférable parce qu'il entraîne un bilan légèrement positif sans trop changer la concentration du calcium ionisé qui reste physiologique et sans trop stimuler la PTH. Alors, cette figure illustre la chronologie des concentrations en calcium du dialysa depuis le début de l'hémodialyse longue. Ça vous va, docteur Listri, et non pas l'hémodialyse longue, depuis les années 60, et également l'introduction et l'évolution des médicaments qui contrôlent le métabolisme calcique. Donc, on a utilisé le 2,5, ensuite on a augmenté au 3,5 pour arriver à entre 2,5 et 3 mEq. Alors maintenant, quels sont les effets bénéfiques et moins bénéfiques d'un dialysa bas de 1,25 millimol? Donc on a vu tout à l'heure que ça entraîne une balance calcique négative et donc clairement il y a moins de surcharge calcique et il y a une réduction du risque de calcification vasculaire. Mais il y a plusieurs études qui ont démontré qu'il y a une diminution significative de la pression artérielle chez le patient par rapport aux concentrations élevées, qui avait un risque d'hypocalcémie, également un risque d'arythmie et une augmentation du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque congestive. Et dans certaines études, ça pouvait également induire une augmentation du temps de repolarisation myocardique et un allongement de l'intervalle QT qui a été associé à une augmentation du risque de mort subite. Alors la plupart de ces morts subites ne surviennent pas en dialyse, surviennent dans les heures qui suivent la dialyse et donc le plus souvent on n'a pas de CG qui objective l'anomalie. Donc ici, on a comparé les 3 concentrations dialysa bas, élevé et moyen, le 1,5, et ici, c'est la longueur du segment QT, et donc on voit clairement qu'avec le 1,25, il est plus allongé, et pire encore, quand on associe un calcium dialysa bas à un potassium dialysa bas. Donc l'association d'un calcium à 1,25 à un potassium à 2 mEq est fortement déconseillée, surtout chez les patients qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des QT lents et même chez les sujets sains. Alors, concernant le comportement osseux, donc c'est une vieille étude, mais qui est intéressante, dans laquelle on a switché les patients de 3 mEq à 2,5, et donc on a regardé le comportement des marqueurs du remodelage osseux, et donc il y avait une augmentation des marqueurs de remodelage osseux qui était immédiate après le switch et qui a duré 1 mois, et après ça s'est estampé, et donc la phase de 1 mois était en rapport avec la résorption osseuse, et ensuite c'était la phase de l'ostéoformation, et donc c'était le remodelage osseux. Ici, pour le groupe A, c'était des patients qui avaient une PTH inférieure à 100, B, une PTH entre 100 et 300, et le groupe C, les patients qui avaient une PTH très élevée. Donc, chez les patients qui avaient un os adynamique, cette faible concentration du dialysa a permis de stimuler le turnover osseux et d'augmenter la PTH dans cette population. Donc, chez les patients qui ont un os adynamique, cette faible concentration du dialysa a permis l'augmentation de la PTH et des phosphatases alcalines, ainsi que le taux de formation osseuse. Par contre, chez les patients avec hyperpara secondaire, ça a entraîné une exacerbation de l'hyperpara, mais qui était transitoire et qui était contrôlable par l'augmentation des médicaments, notamment de la vitamine D. Donc, ce n'était pas dramatique, c'était contrôlable.
Donc, qu'en est-il maintenant de la concentration extrême, très élevée du dialysat à 1,75, soit le 3,5 milli-équivalent par litre. Donc, on a vu tout à l'heure que même avec le 3 mEq, soit le 1,5, on avait un bilan calcique intradialytique positif. Avec le 1,75, on a un bilan très positif. C'est vrai que ça contrôle l'hyperparasecondaire, mais ça la contrôle trop bien. Et on a un risque accru de suppression excessive de la PTH et surtout de calcification du tissu mou, avec un risque d'hypercalcémie qui peut être symptomatique ou pas, et un éventuel risque de rigidité vasculaire. Maintenant, concernant les points positifs, dans plusieurs études, on a évoqué qu'une augmentation intradialytique du calcium secondaire à l'augmentation du calcium dialysat a démontré une amélioration des performances du ventricule gauche pendant la dialyse et que ça a été préconisé comme un moyen de protection contre l'hypotension intradialytique. Mais ça a entraîné un bilan très positif avec une augmentation importante du calcium ionisé per dialyse et entre autres, ça a entraîné une suppression excessive de la PTH. Alors, concernant les calcifications cardiovasculaires, qui est un phénomène très fréquent chez le patient hémodialysé et qui a été associé aux troubles du métabolisme minéral et osseux et à l'apport du calcium, que ce soit le calcium du dialysat ou bien les apports par voie orale. Donc, il est important de noter que l'existence et l'étendue des calcifications cardiovasculaires étaient un fort prédicteur du risque de mortalité cardiovasculaire et de toutes causes confondues chez cette population. Et ce risque de calcification ectopique était indépendant du taux de calcémie, c'est-à-dire on peut avoir des calcifications cardiovasculaires chez un patient qui a une calcémie normale, voire une hypocalcémie quand il a une balance calcique positive pendant la dialyse. Qu'en est-il du risque de rigidité vasculaire ? Alors, à gauche, ils ont mené une étude avec un calcium dialysat à 1,75 millimoles pendant 6 mois et ils ont remarqué qu'après qu'il y avait une augmentation de la vitesse de l'onde de pouls et ils ont émis l'hypothèse que probablement un calcium dialysat haut était un facteur de risque de rigidité vasculaire. Et à droite, ils ont conclu que les variations aiguës dans le calcium ionisé en per-dialyse étaient associées à une augmentation de la vitesse de l'onde de pouls et donc étaient un facteur de risque de rigidité vasculaire. Alors à gauche, ils ont dit qu'il faut confirmer ça par des études au long cours. De façon controversée, dans cette étude, ils ont conclu, ils ont étudié la contrainte longitudinale globale avec le 1,25 et le 1,75 et ils ont conclu qu'avec un dialysat à 1,75, il y avait une aggravation de la contrainte longitudinale globale et que probablement il y avait un surrisque de dysfonction ventriculaire gauche avec un calcium dialysat haut. Par contre, dans cette étude japonaise, ils ont converti plusieurs centres au 2,75 et donc un groupe de patients en haut a été converti du 2,5 au 2,75 et le groupe en bas a été converti du 3 au 2,5. Et donc, chez les patients chez qui on a augmenté la concentration du calcium dialysat, il y avait les changements attendus après 24 semaines, une baisse du calcium, une augmentation de la PTH. Au niveau du groupe en bas, au niveau duquel on a baissé, il y avait l'effet inverse, une baisse du calcium. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de changements au niveau de la PTH. Et donc, dans cette étude également, ils ont conclu que probablement le 2,75 était mieux adapté parce qu'il entraînait une balance légèrement positive sans beaucoup d'effets sur la PTH. Alors pour le profiling du calcium, ici, ils ont utilisé un profil montant, c'est-à-dire 1,25 pendant les premières 2 heures et le 1,75 pendant les 2 dernières 2 heures. Et au niveau des 2 dernières heures, on voit une augmentation du calcium ionisé, une augmentation de l'index cardiaque et
une augmentation de la pression artérielle systolique en haut et diastolique en bas pendant les 2 dernières heures, à l'inverse des patients ils ont comparé les patients dialysés par profil calcium et les patients dialysés par le 3 et le 2,5. Et donc, il y avait une augmentation de la pression artérielle pendant les 2 dernières heures par rapport à une diminution quand on utilise les bains faibles à moyens. Et donc, par conséquent, il y avait une baisse des symptômes de l'hypotension intradialytique et ils ont conclu que probablement le profiling du calcium permettait de gérer l'hypotension intradialytique sans exposer le patient au risque d'un haut calcium du dialysa pendant 4 heures. Alors, on parlait tout à l'heure de la mortalité chez le patient hémodialysé et que c'était des patients à très haut risque de mortalité. Il y avait beaucoup de choses qui interviennent dans la mortalité du patient hémodialysé, mais on a quand même évoqué le fait que la concentration, qu'il y avait une association entre le bain de calcium et la mortalité et que probablement il ne faut pas baisser en dessous de 1,25 et il ne faut pas aller en dessus de 1,50. Et donc, les recommandations internationales n'ont pas trop changé pendant les 20 dernières années, mais par contre, l'objectif derrière a changé depuis 10 ans. Donc, avant, donc on pensait surtout au métabolisme minéral et osseux et à l'hyperparathyroïdie, mais à partir de 2013, ce qui nous concernait le plus, ce qui concernait la communauté néphrologique le plus, c'était la mortalité d'origine cardiaque et surtout les calcifications cardiovasculaires. Et donc en 2024, on est descendu plus bas, aux alentours de 1,38, dans l'arrière-pensée de prévenir les calcifications ectopiques et réduire la surcharge des calcifications cardiovasculaires. Alors, qu'en est-il des pratiques marocaines? Alors, il n'y a pas de publication unique qui fournit les pratiques marocaines. Donc, ces informations sont issues de publications de certains centres, de communication orale et des résumés qui ont été publiés dans Néphrologie thérapeutique, de la FRAN, de la SMN et d'enquêtes nationales qui ont été menées. Et probablement, et apparemment, il y a un usage dominant du 1,5 depuis plusieurs années. Il y a des centres qui utilisent le 1,25 et apparemment depuis 2020, certains centres utilisent le 1,38. Nous, à Marrakech, on a un usage dominant du 1,5 parce que ça convient au profil de nos patients et probablement on va changer dans quelques années. Alors pour synthétiser, donc, est-ce qu'il y a une concentration optimale du calcium du dialysa? La réponse c'est non. Il y a surtout une concentration convenable qui convient au profil des patients qu'on prend en charge. C'est-à-dire il faut une prescription personnalisée, il faut s'adapter aux patients et non pas à la routine. Et finalement, les présentations se ressemblent et on est là pour prendre en charge le patient et non pas faire une prescription de calcium. Donc, il faut prendre en considération que les variations du bilan calcique chez les patients peuvent être observées avec la même concentration de calcium et qu'il faut prendre en considération les concentrations sériques initiales du calcium ionisé et le volume d'ultrafiltration. Il y a d'autres facteurs également qui conditionnent la balance calcique en dialyse, notamment le bicarbonate, le pH, le magnésium et l'apport oral de calcium. Il faut évaluer le risque de calcification chez les patients. Il faut une adaptation régulière selon les comorbidités, les chutes de pression artérielle, les maladies cardiovasculaires. Et il faut identifier le type du trouble minéral et osseux chez les patients. Et est-ce que le profiling est une réponse potentielle au débat en cours sur la concentration en calcium du dialysa, ou bien c'est juste un déguisement d'un dialysa haut, probablement.
Donc, je passe sur les cas particuliers. Apparemment, dans l'hémodialyse longue, il y a plus de perte de calcium et donc on recommande de rester un peu haut aux alentours de 1,5. Chez les sujets âgés qui présentent une hypotension intradialytique, probablement également, il faut rester un peu haut. Et les cas d'urgence d'hypocalcémie post-PTX, probablement aussi, il faut être un peu haut. Dans l'HTF, je parle sous ton contrôle pour dire que le mécanisme qui détermine la balance calcique, c'est surtout le mode de réinjection et qu'en post-dilution, le bilan est souvent légèrement positif et en pré-dilution, il est négatif. Et donc, il a été suggéré dans certaines publications de diminuer la concentration en post-dilution et d'augmenter d'environ 0,25 mmol en pré-dilution. Donc, en conclusion, la concentration en calcium du dialysat est un paramètre essentiel qui nécessite une prescription individualisée et contextualisée. Donc, il faut suivre les recommandations internationales, mais surtout les particularités locales des patients. Ce qui est sûr, c'est que la balance est toujours positive avec le 1,75, négative ou neutre avec le 1,25, positif, négatif ou neutre avec le 1,5 en fonction du métabolisme du patient. Probablement le 1,38 et entre les deux, il donne un bilan légèrement positif avec des taux optimaux de calcium ionisé et de PTH, mais il faut que ça nous convienne à nos patients. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est éviter l'utilisation systématique du 1,75, ne pas baisser en dessous du 1,25. Et ici, j'ai synthétisé des suggestions en fonction du profil clinique des patients, en fonction du trouble minéral et osseux, des calcifications vasculaires, de la présence de troubles de rythme ou de conduction, et notamment chez les patients avec instabilité hémodynamique, sujets âgés. Et concernant le Maroc, probablement il faut penser à l'harmonisation des pratiques qui est nécessaire pour améliorer les résultats des patients. Il faut établir probablement des protocoles et la création de recommandations par la SMN. Et donc, la concentration convenable en calcium du dialysat doit permettre de garantir la stabilité cardiovasculaire et maintenir un turnover et une minéralisation osseuse et éviter les calcifications. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Myriam. Avant de te donner la parole, je voudrais juste, par rapport à la salle, Myriam a parlé souvent entre les milli-équivalents et les millimoles. Faites très attention à la dénomination, s'il vous plaît. D'accord ? Parce qu'il faut plus réfléchir en millimoles qu'en milli-équivalents. Vous avez beaucoup d'études anciennes. Le calcium, c'est une ancienne lubie des néphrologues, enfin des dialyseurs, et ils parlaient en milli-équivalents. Maintenant, on parle en millimoles. Et c'est la dernière diapo qui est la plus importante en millimoles. Donc, Karim. Juste, vous prescrivez du 1,50 par rapport au profil de votre patient. Justement, quel est ce profil de patient? Parce que, par exemple, chez nous, le 1,50 est prescrit par défaut. Et l'adaptation au 1,25 ou 1,75 est faite en fonction du bilan phosphocalcique, de l'état vasculaire et d'un certain nombre de paramètres. C'est exactement la même chose. On a un usage dominant du 1,5. Selon les dernières recommandations, il faut baisser un peu. Le 1,5 donne un bilan positif avec risque de calcification, etc. Mais on a un usage dominant du 1,5 parce qu'on prend en charge surtout des patients aigus, chroniques plus ou moins aigus, des patients dans un état aigus et des patients hémodialysés chroniques avec faible accessibilité aux médicaments qui contrôlent l'hyperparathyroïdie secondaire. Et également, la même chose, on utilise le 1,25 pour quelques indications et le 1,75 exceptionnellement dans certaines indications. Donc c'est un peu la même chose. J'ai dit ça pour justifier pourquoi on n'a pas baissé en dessous. Merci pour cette présentation. C'était compliqué d'avoir fait le tour de cette problématique. C'était juste pour citer un dernier papier dans CKJ de 2024. Ils ont pris la base Euclide donc de Fresenius, 24 000 patients sous 1,5 et à peu près 15 000 patients sous 1,25.
la conclusion, c'est qu'il n'y a aucune différence de mortalité, toutes causes confondues, aucune différence de mortalité cardiovasculaire et une légère différence en faveur du 1,5 versus 1,25 sur les arrêts cardiaques. Voilà. Oui, en fait, c'est ça. Et une dernière remarque par rapport à ces concentrations, aussi la nuance du tampon qu'il y a dans le bain. Est-ce que c'est acétate ou citrate? Le citrate, je le rappelle, chénate. J'ai supprimé cette diapositive pour le temps. Non, mais c'était pour partager. Merci. Oui. Il te le dit parce qu'il va le lancer. Il fait de la... Oui, j'ai dû supprimer quelques diapositives et j'ai même dépassé de 4 minutes. Il est chez Soludia maintenant, ils vont le lancer. Donc c'est pour ça que... Ustad Hassani. Je vous remercie pour votre présentation. Juste pour une mise au point, il y avait une discussion pourquoi exactement le 1,38 et pas le 1,40 par... Il y a également le 1,35, le 1,40, le 1,6. Le 1,38, c'est 1,50 plus 1,25 sur 2. Voilà, c'est entre les deux. 1,38 exactement. C'est entre les deux, c'est tout. Il y a le 1,60 au Maroc. Oui, il y a le 1,60, le 1,35, le 1,43, tout ce que vous voulez. Merci Mariam pour la très belle présentation. Moi j'ai une question pour tout le monde en fait. Pourquoi on a de plus en plus de tumeurs brûlantes et d'hyperparathyroïdie secondaires? J'en vois autant, enfin j'en ai pas vu quand j'étais résidente et j'en vois énormément aujourd'hui. Et je pense que ça c'est juste un message que si on fait des études épidémiologiques, si on émet des recommandations, il faudrait que ça s'adapte à nos patients, à ce qu'ils prennent comme traitement, comment on freine l'hyperpara, les supplémentations calciques, parce que je pense qu'on a un sérieux problème. Avoir un patient après 4 ans de dialyse, des hyperparas à 2000 et une tumeur brune, c'est inconcevable en 2025. Je te remercie de dire ça parce que moi j'ai honte de moi. J'ai des tumeurs brunes, j'ai des gens en hyperparathyroïdie, des anciens, et c'est pas qu'on ne comprend pas, c'est qu'ils ne sont pas traités convenablement antérieurement, certainement. Je crois que nos profils de patients sont très hyperphosphorémiques pour différentes raisons. Ça stimule aussi la PTH. On a un autre problème dans lequel on tombe, c'est les cuves de dialyse pour un centre, et en fait, c'est pas de l'individualiser parce qu'on est sorti des bidons et on veut avoir des cuves et on ne se rend pas compte que ça ne sert pas à tout le monde, mais pour la logistique, pour plein d'autres raisons, les cuves sont meilleures. Mais moi, je constate qu'il y a de l'hyperparathyroïdie secondaire, et pour l'hyperparathyroïdie secondaire, indépendamment des tumeurs brunes, parce que ça c'est la honte, il faut le 1,65. On était, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, dire on arrête le 1,75 et on baisse au 1,60 parce qu'on ne savait pas quoi faire. Le 1,50, ça ne stoppait pas. Et puis nous, on ne peut pas leur donner, ces gens qui ne sont même pas autonomisés en hyperparathyroïdie, ils ont des calcémies correctes, mais moi, le profil, c'est l'hyperphosphorémie, on ne peut pas leur donner des calcimémétiques. Quand on a eu la chance, et on a la chance pour pas mal de patients qu'on partage qui peuvent avoir ça pour les assurances ou les militaires ou autres, ils ne tolèrent pas les calcimémétiques parce qu'on les met très tard. Et parce qu'en plus, il faudrait qu'on mette avec eux les chélateurs non calciques. Donc c'est ça, il faut s'adapter à la population. Peut-être que nous, on est toujours dans les années 2009-2013. Notre premier souci, c'est l'hyperpara. Après, le risque de calcification aussi est présent chez les patients. Donc, je vais redire ce que vous venez de préciser. Je crois que le mot-clé, c'est la précocité du traitement, elle n'est pas assurée. Donc on arrive à un stade où les glandes se sont déjà autonomisées. Ça d'une part. D'autre part, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Depuis la publication des recommandations CADIGO, ça date, je crois, d'une dizaine d'années. PTH entre 2 et 9 fois la normale. Donc ça, à mon sens, qu'on sort de la zone de contrôle, et le risque, on peut en parler, c'est énorme. Le phosphate alcaline, je peux profiter pour dire pour tout le monde, même si on fait les phosphates alcalines totales, il faudrait absolument leur donner toute leur importance dans ce bilan-là. Et le calcium ionisé. Et les phosphates alcalines osseuses coûtent 410 dirhams, donc on peut les doser. Donc, quand on a fait l'étude en 2016, quand il y avait l'ISHD, 40% des Marocains dialysés avaient une hyperpara sévère.
40%. Donc 25% étaient en hypopara, en ossadynamique, à cause de l'utilisation justement des bains à 75, largue à menu dans la santé publique. Et nous avions demandé à ce moment-là, les outils parmi l'un des pays au monde, où on avait l'AMM du 1,25 jusqu'à 1,75. Et quand on en avait fait l'étude, dans le bain, dans les fameuses cuves qui sont au soleil, qui sont sous la chaleur, etc., la concentration du calcium était à 1,46. Donc 1,46, on était encore en bilan positif. Donc il fallait absolument qu'on ait du 1,40. Et donc on a pu avoir du 1,40 après, etc. Ça, c'est le premier point extrêmement important. Donc l'individualisation du calcium dans le dialysat est une prescription comme le sodium. Et quand on baisse le sodium, d'ailleurs, on baisse également le calcium, il faut faire très attention. Quand on prescrit du sodium à 137 ou 136, on baisse la concentration de tous les autres. Donc il faut faire très attention. Et quand on augmente, enfin malheureusement dans la santé publique, le sodium est à 140, ça veut dire que le calcium est à 1,75, 1,55, 1,60. Donc il est très élevé, ce qui fait quand même des calcifications métastatiques et surtout de rétrécissement aortique absolument très important. Et malheureusement, il n'est pas screené. Ça, c'est le premier point. Je voudrais justement attirer l'attention sur un autre point sur lequel tu as bien insisté, c'est la mort subite. La mort subite, c'est pratiquement 25% de la mortalité en dialyse. C'est la mortalité qui arrive 12 heures après la séance de dialyse. Le malade part chez lui, il est chez vous, il est tranquille, normotendu. Le soir, il est mort. Il est mort parce qu'il avait justement un QT qui était à 500, 520, etc. Et qui, malheureusement, en plus de ça, il prend les citalopérames, quelque chose pour dormir, ou un antirétroviral, ou encore de la cordarone, etc. Donc il va mourir parce que la prescription des médicaments est mal faite et parce qu'il a un QT très lent. Donc il faut faire très attention à ça, le fait de faire donc de l'ECG tous les 3 mois, etc., et de calculer le calcium du malade. Et quand vous avez un problème de maintenance du calcium, il faut vraiment faire le calcium pour voir la balance calcique et le pH et le calcium avant et après la séance. C'est la seule façon de pouvoir déterminer quel est le calcium modèle, si tu veux, ou optimum pour le malade. Et je pense que ça, c'est pas encore rentré dans les mœurs, alors qu'il faudrait que ça rentre dans les mœurs. Troisième point que je voudrais, maintenant qu'on va avoir du citrate, on pourra faire du profil de calcium, et donc là, on sera vraiment en normocalcique. On aura vraiment un bilan normocalcique très intéressant, mais quand on aura donc des bains au citrate. Voilà. Excellente session, merci. Merci professeur Zajari, merci docteur Lissi, merci.